Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast EDC Talk numéro 3. Merci à la team Elonova d'être avec nous aussi ce soir justement pour préparer cette émission. Merci aussi à Ablet Records et à Frisson de nous accueillir pour toute cette émission comme d'habitude. Je fais mon petit rappel habituel EDC3, toujours disponible en magasin, sur nos réseaux sociaux, bien sûr notre site internet. On aura aussi bientôt d'autres événements. Notamment, on prépare quelque chose pour la fête de la musique. On prépare aussi quelques petites choses pour le Bad Bunny Kill Bee, si vous y êtes. Ce soir, sur le thème de la créativité et de l'art, j'accueille deux personnes pour parler de ce sujet ensemble. On accueille Fanny Delars et puis Arnaud Douce. Salut Bonsoir. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On va commencer les petites présentations un petit peu. Est-ce que vous préférez que je vous présente ou bien vous présentez vous-même ? Qu'est-ce qui vous dit, Fanny ? Présente-moi, présente, ça me fait ça plaisir. marche. Très bien. Alors, Fanny Delars, qui est enseignante et médiatrice culturelle, elle a fait un bachelor et puis un master en art, et puis avec, pour le master, une spécification justement dans la médiation culturelle. Tout d'abord à Berne pour le bachelor, et puis ensuite à Sierre pour le bachelor, et puis à Berne pour le master. À côté de ça, justement, Fanny enseigne encore le français en école. Et puis, elle fait aussi justement de la médiation culturelle, notamment pour le Festival Les Georges. C'est là notamment que j'ai pu premièrement travailler avec elle l'année passée, quand on a fait un magnifique projet avec des jeunes de 16 à 20 et quelques ans de réalisation de fanzine, justement. Donc, on était un peu dans le thème. Et puis, tu fais aussi à côté de ça partie d'un collectif qui s'appelle Collectif Horty, qui est un collectif engagé justement sur les thématiques artistiques aussi. Voilà. Et je suis artiste aussi. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. On le dit pas forcément, mais c'est juste qu'il y a ça aussi à Ouais. côté, quoi. Voilà. Et puis, Merci pour cette bienvenue. présentation. C'est bon, parfait. Merci. Super. Et puis Arnaud qui est aussi avec nous ce soir, Arnaud Douce, qui est illustrateur de son côté, qui a commencé tout d'abord à l'Acon, mais même avant ça, tu faisais déjà des choses, tu avais déjà publié aussi de la bande dessinée. Tout à fait. Et puis justement maintenant tu as ta propre agence que tu as cofondée avec une autre personne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Vous êtes aussi dans un atelier partagé, si je ne m'abuse. Oui, Et à côté de ça, tu donnes aussi des cours d'art, de dessin. ouais. Et puis tu es aussi engagé pour justement participer et puis développer des projets de fresques participatives. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, t'as bien résumé. Exactement. Superbe, C'est ça. magnifique. Parfait. Cool. On va peut-être partir un peu plus en détail sur vos parcours, notamment ce qui concerne justement les processus collaboratifs et participatifs. Si moi je voulais aborder un petit peu ces thématiques ce soir, c'était dans l'idée que notre projet est à des choses et puis un peu ce que j'entreprends aussi moi personnellement de mon côté, c'est toujours aussi très lié avec ces choses-là. Et puis ça me tenait à cœur et puis je trouvais ça intéressant justement de pouvoir un peu aller plus loin dans l'idée de se dire pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des choses ensemble et puis qu'est-ce que ça nous amène. Voilà, tout simplement. Arnaud, peut-être que tu peux commencer en nous parlant un petit peu justement des fresques participatives. Qu'est-ce que c'est, Ouais. Qu'est-ce que ça représente, comment et dans quel cadre tu t'es mis à faire ça. Tout à fait. C'est vrai que moi j'ai un peu ces deux pôles. C'est que je réponds tant bien à des demandes de clients pour des mandats. Et une fois, c'était les CFF qui m'avaient contacté justement pour faire une fresque pour la gare de Fribourg. Et puis ils m'ont dit qu'il y aurait des jeunes de l'association Repère. Donc c'est une association qui aide à favoriser l'intégration des jeunes dans tout le canton, qui seraient là. Et du coup, au début, je me suis dit, tiens, c'est sympa, mais moi, je sais pas, je suis pas encadrant ni rien. Et en fait, ça l'a fait. Et donc du coup, j'avais plusieurs jeunes qui étaient avec moi. Et puis, ils ont vraiment pris à bras-le-corps le projet. Et donc du coup, j'ai eu un premier contact comme ça, où je me suis dit, mais en fait, c'est d'autant plus cool quand c'est partagé. Et aussi même partagé avec des gens qui n'ont pas forcément une initiation artistique. Mais si on trouve les bons outils, justement, on peut réussir à faire ça. Et 4 ans plus tard, on remet le couvert avec mon collègue Antonello. Donc Nello Photo Vidéo, suivez-le sur les réseaux. Et petite promo. Et donc du coup, on a vu un concours pour une fresque participative pour l'école du Schönberg.
Donc du coup, c'était les 50 ans de l'école du Schönberg. Ils voulaient profiter de faire quelque chose parce qu'il y avait un mur qui était dans un état vraiment pitoyable. Et donc du coup, tout artiste intéressé pouvait y participer. Avec la condition que c'était une fresque participative où il allait y avoir 700 écoliers qui allaient participer. C'est pas mal. Donc à partir de là, on se dit, bon, bah, comment est-ce qu'on fait en fait? Et ça devient compliqué. Alors on a mis au point un concept où on a laissé un espace où les gens pouvaient participer, puis venir justement apposer leur signature, leur griffe, comme ça. Et puis nous, on les encadrait et on leur disait, bah, qu'est-ce que tu aimerais dessiner? Donc tout ça demande toujours une bonne logistique. En préambule, avec différents acteurs, on pourra en parler justement, qu'est-ce que c'est de collaborer avec des gens qui sont de différents horizons, dont c'est pas du tout le secteur, premier secteur, l'art aussi. Et alors, c'était l'été passé, on a eu un été horrible, un printemps horrible pour commencer une fresque, mais ça l'a fait de nouveau. Et puis cette année, on a décidé de notre propre initiative de remettre le couvert avec l'association La Red, qui est un centre interculturel à Fribourg, et justement avec toutes ces personnes adhérentes au centre, qui sont pour la plupart issues de l'immigration, ou en tout cas d'un autre pays, et puis qui cherchent justement par ce centre, un centre d'accueil, une écoute, prendre des cours de français, enfin, ça aussi, je pense que c'est quelque chose que tu connais un petit peu, ce milieu-là. On s'est dit, on remet le couvert, et puis on a essayé d'aller demander, pour le coup, des subventions par rapport à ça. Et c'est en train de se dérouler, donc c'est en très très bonne voie. Les fresques participatives, c'est sûr qu'on sort de quelque chose qui est individualiste. On n'est plus l'artiste total qui est derrière sa toile et qui dit non, 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 tout ça c'est moi et les autres, je m'en fiche. On est obligé de fonctionner en fait en team, vraiment en équipe. On a différentes compositions par rapport à ça. En tout cas, à la RAID, qui est un centre interculturel et une assoce, ils ont un modèle qui est plutôt horizontal. Donc en fait, nous, on avait l'habitude d'être un petit peu tout en haut à chaque fois. On était là, nous sommes les artistes, nous avons besoin de ça en termes logistiques, en termes de ça, 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 ça. Et là, en fait, c'est pas du tout la même chose. Et donc en fait, personne n'est le chef là-bas. Il y a des gens qui sont attitrés à certains postes, mais ça va être à toi de donner aussi l'impulse et de montrer que pour cet esprit de communauté, tu vas devoir t'impliquer et faire quelque chose, quoi. Et en tout cas, appâter les gens à ce qu'ils viennent dessiner, parce que en plus, on est face à un public qui ne sont pas des enfants, où tous les enfants plus ou moins dessinent, ou dans un système plutôt d'intégration comme le premier projet, ben, ça faisait partie de leur cursus, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui n'est pas ancré dans des cultures qui viennent d'ailleurs, automatiquement, enfin qui n'est pas habituel, coutumier. Et on essaye d'instaurer ça, on essaye de donner du crédit à ces outils créatifs et de leur montrer que c'est cool et que c'est accessible. Donc là, c'est un tout autre modèle et un tout autre challenge. Et chaque fresque est une nouvelle aventure en soi. Donc, ouais. C'est ça qui nous stimule aussi beaucoup. C'est intéressant parce que du coup, tu as vraiment appris aussi ce processus un peu participatif, un peu de manière presque contrainte. Après, je pense pas que c'en était une vraiment réellement, mais c'est drôle que tu aies commencé vraiment dans le sens où on t'a imposé un petit peu ce choix-là et puis que ça s'est bien passé et puis que tu as pu découvrir ça comme ça, quoi. Exactement. Ouais. Donc du coup, maintenant, on adore ça et donc ça peut s'étendre à des fresques. Mais là, on avait aussi envie de faire. Là, on avait une idée de faire un jeu vidéo qui serait participatif ou avec des classes d'école. On pourrait justement, d'où aussi mon attrait aussi pour la pédagogie, puis enseigner le dessin et les techniques d'art. Vraiment inclure les gens aussi dans ces schémas-là. Et je pense qu'on est de plus en plus à essayer d'ouvrir des fenêtres, en cas d'ouvrir des portes. Donc c'est vraiment cool en fait. Magnifique. Ouais. Et toi, justement, Fanny, tu as appris un petit peu la médiation et puis justement ces processus-là
plutôt en école, tu as aussi cet aspect-là. Est-ce que du coup tu pourrais nous dire déjà, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément au courant, qu'est-ce que c'est concrètement la médiation artistique ou culturelle? On parle des fois des deux, dans quel contexte un petit peu, qu'est-ce que c'est? Et puis quelle a été toi ta rencontre un petit peu là avec ce genre de processus? Alors, la médiation culturelle, Kunstvermittlung, Kunst- und Kulturvermittlung, en allemand, ça c'est vraiment le moyen de faire le pont entre l'objet artistique ou bien l'objet culturel et le public. Et puis, moi j'ai décidé de faire le master dans la médiation culturelle parce que en fait, après mon bachelor en art visuel, j'ai envie de continuer à travailler dans l'art, mais de manière plus professionnelle. Donc, pour pouvoir un peu me rapprocher de ma pratique artistique et de ma pratique professionnelle, du coup. Et ça a été une assez grande révélation pour moi, la médiation culturelle, parce que c'était un moyen où je vibre assez pour les sujets culturels, et puis c'est du coup assez facile pour moi de pouvoir emmener les personnes, de capter les personnes là-dedans. Et il faut savoir, alors la petite différence avec la médiation culturelle et la médiation artistique, c'est que la médiation culturelle, c'est vraiment juste, non, c'est pas cool que je dise ça, mais c'est vraiment amener de manière pédagogique le public, les publics à l'objet culturel. Et puis la médiation artistique, c'est utiliser les outils artistiques qui peuvent être pluriels, hein, comme la performance, la création, la poésie, amener le public avec ces outils artistiques. Du coup, il y a autant de médiation artistique qu'il y a de médiums d'art. Hein. C'est assez grand, ça. C'est vaste, ouais. On pourrait aussi peut-être juste faire le parallèle dans le sens où la médiation artistique, c'est vraiment intégrer et faire un processus participatif, et la médiation culturelle, plutôt amener le public à comprendre un objet qui a déjà été créé. Hein, c'est ça, si je comprends bien aussi l'idée. En tout cas, comme nous, on le fait avec le collectif Orti. Ouais. Super. Maintenant, mais il y a aussi des artistes qui font de la médiation artistique où ils produisent une œuvre d'art qui sera un pont pour un autre sujet. Voilà. Mais vraiment, c'est assez gigantesque. Et puis, nous, on a décidé qu'on faisait de la médiation artistique et critique parce que c'est les outils que nous, on utilise et puis qu'on favorise le plus. Tu parles aussi de médiation critique. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui. Alors, ça, c'est vraiment la couleur de notre collectif. Et puis, c'est un moyen de lier nos valeurs à nous avec notre envie de travailler. Donc, c'est-à-dire que pour faire une médiation critique, il faut pouvoir amener les personnes à se questionner sur l'objet culturel ou l'objet artistique qu'ils sont en train de voir. Et c'est vraiment l'aspect de critique, d'aller chercher un petit peu, ok, dans cette exposition, il y a, voilà, c'est super, il y a des peintures, des sculptures, mais il y a combien d'hommes, par exemple? Est-ce qu'il y a les genres qui sont représentés? Est-ce que c'est toutes des personnes qui sont européennes, ou est-ce qu'il y a aussi le monde qui est représenté? Voilà, c'est tout un peu les entrées que nous on utilise avec le collectif. Et du coup, tes premières rencontres aussi avec vraiment des projets à travers lesquels tu as pu développer justement la médiation artistique ou culturelle, est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu? Ça, c'est un moment assez précis. Je reviens juste un petit peu en arrière parce que dans mon cursus artistique, au bachelor en art visuel, et puis même avant aussi dans la maturité artistique, hein, on en parlait hors antenne où on expliquait que le travail artistique, il est extrêmement individuel et que même au niveau systémique, hein, lorsqu'on fait un projet d'art dans une école d'art, on est noté seulement individuellement. Et moi, j'ai l'impression que c'était pas assez poussé, cet aspect de collaboration. J'entends des bonnes nouvelles, comme quoi maintenant, ils essayent un petit peu plus d'aller chercher, de faire travailler les groupes, les artistes ensemble, et de créer des collectifs. Mais c'était pas le cas avant. Et puis, le moment où j'ai rencontré
un peu cette force du collectif, c'est vraiment au master où, de nouveau, on tombe dans quelque chose qui est très individuel et on fait chacun nos projets artistiques de notre côté. Et là, c'était une rencontre magique avec Esther Tellenbach, qui est ma collègue et amie et cofondatrice du collectif Forti, où on a su avoir un petit peu les cette systémique un peu plus de l'extérieur, et puis on a tout axé presque depuis le début de nos études, on a tout axé sur le travail collaboratif et puis mettre vraiment en évidence l'importance de travailler ensemble. Voilà. Magnifique. Et puis, toi, Arnaud, tu as aussi une expérience qui est différente. Tu es passé par l'Econ aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est une école d'art aussi, de manière générale, où on est aussi plutôt impliqué dans des processus individuels plutôt que collectifs. Mais au final, on est souvent amené, quand on fait ce genre d'études, après aller travailler en agence. Oui. Et toi, tu as aussi aujourd'hui fondé ton agence. Et est-ce qu'on peut aussi peut-être faire le rapprochement entre un groupe de travail collaboratif artistique et une agence créative? Au final, est-ce que malgré le fait que ça soit dans un but commercial, est-ce qu'il y a aussi un peu des processus comme ça, collaboratifs et justement dans ce sens-là, qui doivent se mettre en place? Et comment sont ces rapprochements? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment comparer ça Ouais. Alors oui. Nous, on est dans un système un petit peu hybride en fait aussi. C'est-à-dire, donc du coup, je sors d'Icon, je travaille en tant que graphiste durant une année. Ça me plaît pas trop parce on est de nouveau dans ce truc un petit peu systémique aussi, comme ça, où le travail de l'un. Bref, je vous passe les détails. Et je me décide de me lancer en tant qu'indépendant, et c'est un petit peu l'effervescence en 2015-2016 de tout ce qui est un peu les open space. Donc on commence à entendre parler un petit peu de tout ça. Et je vois justement ces open space et des expériences qui sont variables, quoi. Donc du coup, je sais qu'il y en a certains qui collaboraient ensemble, d'autres étaient plutôt chacun indépendant de leur côté. Et moi, je me dirigeais vraiment clairement dans une voie indépendante aussi. Donc, du coup, c'était moi, mon chevalet, mes crayons. J'y vais et puis on regarde ce qui se passe. Et en fait, du coup, j'arrive dans un lieu, je vois un espace à louer qui s'appelle, c'était donc du coup dans l'agence dans laquelle je suis maintenant, qui s'appelle Oxima, qui est ici à Fribourg. Et dans ce lieu, en fait, il y a tout qui est à faire, quoi. C'est-à-dire que mon collègue, donc du coup, celui qui a cette agence, venait de se séparer de ses deux principaux employés. Donc du coup, échec du format d'entreprise classique. Mais donc du coup, il s'est dit, bon, vas-y, j'ouvre les portes à des créatifs et puis on regarde un peu ce qui se passe, ou des jeunes indépendants, parce que c'était un grand espace, donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. On arrive et puis, j'arrive, on n'est pas plusieurs, mais on est tout seul. Mais j'arrive et puis au fur et à mesure, il y a des indépendants qui viennent. Et là, la magie opère puisqu'en fait, on a tous un peu le même but, quoi. C'est que à Icon, on a été préparés à être des excellents techniciens et à répondre à des demandes sur la base de mandats fictifs aussi. Donc du coup, voilà, il y a une demande qui apparaît, qu'est-ce que vous faites, comme ça. Donc ça, on a tous les outils pour pouvoir le faire techniquement, mais après, on a quand même en nous une fibre artistique qui est là, quoi. On a tous un peu expérimenté le travail en entreprise, et puis on a quand même, on sent en nous, naïfs qu'on est, mais avec une envie d'essayer de faire valoir un peu les univers qu'on aimerait. Et à partir de ça, c'est la magie qui opère, parce que c'est tous ces talents-là, en fait, on était très très variés, on avait des disciplines totalement différentes. Mon collègue était proche des sites web. Moi, j'étais vraiment dans l'illustration, le dessin animé, des choses comme ça, les affiches, la BD. Et on avait encore une graphiste qui était là. On avait après une personne qui faisait de la 3D. Puis maintenant, on compte un développeur de jeux vidéo et un photographe. Donc en fait, c'est comme s'il y avait plein de petits îlots comme ça, mais qui allaient tous un peu dans la même direction. Ce qui est vraiment chouette là-dedans, c'est qu'on peut chacun garder notre statut d'indépendant, mais qu'en même temps, vu qu'on a rejoint cette SARL et qu'on est sous ce grand sigle, en fait, ce
ce grand logo et d'avoir ce statut-là. On est sur plusieurs fronts à la fois. Donc on répond en même temps à des demandes de clients et en même temps, le moment où il y en a un qui a une idée super, par exemple de lancer des cours dans la salle d'à côté ou de faire une initiative à l'aide aux commerçants en période de coronavirus, en faisant des t-shirts, c'est ce qu'on a fait. Bah, typiquement, on a pu lancer ça. Et du coup, c'est vraiment très très cool parce que déjà, je pense que quand on est habitué à travailler avec des gens, c'est toujours très très bien de demander un avis externe aussi. Mhm. Et là, ça y manque pas, quoi. Et donc, vu qu'on est tous vers venus d'horizons différents, bah, on arrive quand même à converger vers le même but. Et on peut faire la part belle à des projets artistiques et la part belle à des pures commandes aussi. Donc, ça existe. Je sais que c'est pas le cas dans tous les open space où certains préfèrent travailler sur leur projet. Mais quand il y a des carrefours qui s'entremêlent comme ça et que tout le monde a envie de... C'est des énergies positives, hein. Tu me donnes plus, je te donne plus, et puis on y va comme ça, quoi. Donc là, pour le moment, c'est possible. Donc, enfin, je souhaite à tout le monde d'arriver à ça, quoi. Et il n'y a pas de chef, hein. Donc du coup, c'est vraiment bien. Un très joli fonctionnement au final Ouais. pour une agence, c'est sûr, quoi. Mhm. Ça se détache aussi un petit peu justement d'une forme traditionnelle où on cherche vraiment à faire du bénéfice. Et si on peut avoir en plus des projets un peu où on peut s'impliquer, des projets artistiques qui sont pas forcément commerciaux, Mhm. comme tu l'as évoqué, qui viennent d'initiatives un peu personnelles C'est ou ça. de groupes, c'est génial, quoi. C'est ça, tout à fait. Et ouais, j'aimerais juste rajouter que comme on est tous indépendants, bah, on est arrivé comme des poussins dans le milieu. On a tous quitté nos boîtes. Et donc, du coup, on a pu vraiment grandir ensemble en tant qu'indépendants. Donc, chaque personne est responsable et se responsabilise aussi. En ça, c'est vraiment très très cool parce que lorsque j'étais employé, je n'avais aucune idée de tout ce charabia administratif, de cotisation, de trucs, tout ça. Et donc là, on a pu ensemble grandir et puis chacun est responsable de son secteur aussi. Ce qui fait que quand vous demandez quelqu'un en 3D à Oxima, bah, on vous passe la personne responsable. Il n'y a pas de chef de projet, d'intermédiaire comme ça. C'est C'est vraiment plus direct aussi. directement ouais, producteur au consommateur, quoi. Ça, c'est bien. Et puis, ben, Fanny, je sais pas si toi, tu as aussi d'autres expériences un peu à amener par rapport à ça, tes premières rencontres aussi, tes premiers projets de médiation culturelle en dehors de l'école, ou bien peut-être que peux nous parler un peu plus de ces projets avec les Georges, entre autres. Mhm. Alors, oh là là, il faudrait que je sorte mon CV. Non, il y a pas autant que ça, mais nous, on a défini un champ de travail qui est dans l'art contemporain et dans le social. Vraiment, si on imagine que ces deux bulles, en fait, c'est quand ces deux bulles, elles se rencontrent. Vraiment que ça soit vraiment entre les deux. Et du coup, on travaille autant pour l'AMCF, donc l'association du canton du musée de Fribourg, pour des projets de la médiation artistique. Et pour les Georges, là, on avait fait l'année passée avec Maxime et puis Émilie Lopez-Garcia, on avait fait ce projet de fanzine avec des jeunes. Et puis cette année, on est en train de préparer quelque chose. C'est très difficile à expliquer, hein. Je vais essayer de le résumer Mais je me réjouis que tu nous en parles. le plus short possible. On voulait sortir de l'objet, d'un objet physique, artistique, d'une œuvre d'art. Et du coup, on est en train de préparer d'instaurer une communauté éphémère au sein des Georges, avec de nouveau un public avec une équipe entre 16 et 20 ans. Et on va préparer avec eux une charte, un peu comme la charte Arétac, mais ils vont s'inspirer de cette charte pour l'écrire à leur sauce, parce qu'ils sont plus jeunes, ils sont plus dans l'actualité. Et puis, chaque point de cette charte sera activé par une action artistique. Donc, soit mettre des paillettes sur le visage, soit échanger la chaussure avec son pote. Et voilà, donc on pourra voir physiquement les membres de la communauté dans le public et les artistes qu'il y aura dans
le festival des Georges, Mhm. quoi. Et je me rappelle plus le début de la question qui était Bah justement, mes par premiers rapport à projets. tes expériences, tes premiers projets un petit peu ouais, qui t'ont amené à où Alors, tu en es aujourd'hui. oui, alors je pense que un peu le tout début de cette envie de se professionnaliser dans la médiation artistique, c'est la thèse qu'on a écrite avec Esther. Et ça, c'était vraiment, ok, allez, on y va, on se lance. Et puis, on a utilisé ce moment-là de la thèse, donc une recherche scientifique, tout ce qui va avec, universitaire. Mais on l'a utilisé pour la suite. Donc, comment est-ce Mhm. qu'après on va se débrouiller quand on sera plus dans une école avec des lieux, avec des personnes qui sont autour de toi. Et ouais, ça, c'était un peu le début de voir comment ça se passe concrètement dans la réalité. Et c'était pas du tout encore assez représentatif de ce que c'est vraiment. Ouais. Il faut s'imaginer, en fait, c'est pour chaque projet, on discute avec des acteurs différents. Pour chaque projet, il y a un thème différent, il y a des lieux différents, il y a des financements différents. Et puis ça, c'était, ouais. Voilà, C'est ouais, chaque fois c'est qu'il à y a chaque fois. un nouveau projet en fonction de chaque variable qu'il peut y avoir, je pense. Hein. Mhm. Ouais. Et ces thèses, du coup, elles portaient sur quoi exactement? L'idée, c'était vraiment d'étudier un peu Ouais. comment concrètement pouvoir réaliser des projets de médiation culturelle. Ouais, de manière professionnelle. D'accord, How to ok. work as a professional artistic mediator. Voilà. Vous pouvez la trouver. C'est quoi la caméra? C'est celle-là. Vous pouvez la trouver sur finale20.ch, finale 20 donc. Et puis là, vous trouvez notre thèse. Et puis il y a aussi une petite installation virtuelle qu'on a faite pour amener cette thèse. Trop bien. Voilà. Magnifique. Super cool. Ok, bah faudra que j'aille voir ça aussi. Je me Mhm. réjouis. Trop bien. Et puis, bah, pour rentrer un petit peu, après avoir parlé un peu de vos expériences, on va un peu justement aborder qu'est-ce qu'on en quoi on fait des projets de médiation, comment on en fait. Et puis ben, la première question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'était qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez aussi dû un peu déconstruire Mhm. ou bien, enfin, il y a cette partie aussi de perte de contrôle un petit peu quand on se lance dans ce genre de projet qui évidemment incombe même à l'idée. Et puis ben, je voulais que vous me partagiez un peu vos expériences là autour, parce que je trouve ça assez intéressant. Mhm. Alors, avec plaisir. Moi, en termes de travail un peu de groupe comme ça, si je dois parler en termes d'expérience de ce que tu dis, lorsque j'étais à Icon, personne ne voulait être en groupe avec moi. C'était horrible d'être en groupe avec moi. Non, sérieusement. Et T'étais un mauvais étudiant ou bien je faisais tu tout à la faisais DER, à ta je sauce? faisais tout à la DER, à ma sauce, distrait. Ouais. J'étais le plus jeune, donc du coup, j'arrivais pas trop à prendre des initiatives. Je me suis dit que eux menaient bien la barque, donc j'ai toujours énormément suivi et décroché pas mal de fois. Donc je suis parti dans le milieu professionnel en me disant bon bah je serai jamais autant mieux servi que par moi-même. Surtout que je voyais beaucoup de dessinateurs de BD qui sont vraiment dans leur un peu dans leur cave Dans quoi. leur bulle, Et quoi. dans leur Pour parler de bulle, ouais, BD. oh, dans leur phylactère. Lâcher des coms sur cette vanne. Et donc du coup, ouais, je me suis dit non, mais bon, bah, je serais mieux servi que par moi-même. Et puis en tant qu'indépendant, voilà, parce que j'avais vu dans mon enfance, à chaque fois dans les festivals de BD, chaque auteur qui avait son propre nom, son stand, son machin et tout, je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça que ça doit être. Et en fait, pas du tout. Donc du coup, par rapport à tout ce que je t'ai raconté avant sur cette agence, où en fait, non, on peut faire des choses. Je me suis dit, ah tiens, il y a déjà des collabs qui peuvent émerger, et puis si on mène chacun notre barque bien, ça peut matcher, quoi. Suite à ça, il faut être prêt à... Comme tu disais avant, il y a plein d'acteurs différents. Et en ça, ils ne connaissent pas forcément tous tes besoins. Donc tu vas devoir définir, en fait, pour le petit artiste qui est à l'intérieur, qui joue dans la basse-cour, tu vas devoir mettre des petits remparts pour qu'il puisse jouer tranquillement. En fait, en gros, c'est un peu ça. Ouais. Tu vas devoir définir une sorte de logistique Un cadre pour un toutes les peu. personnes et dire, écoutez, voilà, ici, déjà, il y a une fresque qui va se faire, admettons. Mhm. Et donc, du coup, tu en es... Parce qu'en fait, personne ne va le faire pour toi.
Donc du coup, tu te dois de se dire, bon, bah, comment est-ce que je peux protéger un peu ce truc-là et m'entourer des bons acteurs et toujours communiquer. Donc mettre beaucoup de personnes en pièce jointe, appeler un par un, dire c'est bon, on peut y aller. Et en fait, du coup, c'est comme ça qu'après, tu peux instaurer ton climat idéal. Et à chaque fois, c'est totalement différent. Et moi, je trouve, alors beaucoup de personnes me disent, mais délègue, donne ça à d'autres personnes. Donc là, du coup, c'est le côté total qui revient. Non, j'ai envie de savoir ce que chaque personne m'a dit, tout ça. Mais ce qui est très très bien, parce que ça te permet tout d'un coup de parler avec des gens de la cohésion sociale, par exemple, de la ville de Fribourg, ou des gens spécialisés en urbanisme, contacter une entreprise d'échafaudage. Ça te responsabilise énormément, parce que ben, prestations extraordinaires demandent des efforts et des ressources un peu extraordinaires, quoi. Et donc tout ça, je l'ai déconstruit, ce truc de non, je suis pas l'artiste total qui impose sa sauce et puis qui après s'en va. Non, non, tu te dois vraiment d'être... euh, quand tu sais que les personnes elles vont se retourner vers toi en te disant et maintenant qu'est-ce qu'on fait, tu as deux options. Soit tu sais et puis que bah, du coup tu lui dis, ou soit tu lui dis dans 10 minutes. Mais ça c'est parce que tu sais pas. Mais tu dois pas dire que tu sais pas. Non, non, mais je plaisante. Mais donc du coup tu te dois de bien camper, quoi. Donc du coup ça va à coup de groupe WhatsApp, beaucoup de mails, beaucoup d'organisations, tout Des ça. réunions. Des réunions, exactement, ouais, ouais. Même parfois des PV. Donc du coup Mhm. c'est laborieux, mais franchement je crois qu'on s'en sent tous grandis parce qu'en plus de ça on fait des rencontres qui sont super enrichissantes. Mhm. Donc je regrette absolument pas du tout d'être sorti de ma grotte par rapport à ça. Ouais, c'est Ouais. bien. Là, tu as mis je pense, le doigt sur quelque chose de crucial dans le travail collaboratif qui change tout à fait du travail Mhm. artistique. Quand on est tout seul dans l'atelier, eh ben, on prend tout seul ou toute seule nos décisions et puis on n'a pas forcément de compte à rendre et puis les décisions, on les prend voilà, euh, spontanément ou pas. Oui, Alors c'est que ça. quand on travaille avec un groupe, quand on monte un groupe, déjà il faut une organisation qui est vraiment au top, c'est-à-dire toujours commencer par faire un agenda du projet, Ça, ouais. avec cet agenda, il faut qu'il y ait toutes les tâches qui soient détaillées, un cahier des charges qui soit ultra détaillé Ouais. et que toutes les personnes du groupe se partagent ces tâches par rapport à ce qu'il a envie ou ses skills. Mhm. Et, et puis du coup, c'est aussi avec ces outils-là d'une organisation et d'une administration qui tiennent vraiment du feu Oui. et qu'on peut arriver à quelque chose aussi de très transparent. Tu parlais d'avoir un œil sur tout, mais en Ouais. fait, c'est aussi pour avoir de la transparence, quoi. C'est Que je- aussi ça, c'est pas pour exactement, ouais. surveiller, mais c'est euh, pour être sûr que tout roule. Tout le Peut-être monde est qu'il y au a quelqu'un clair d'autre avec qui a tout le besoin monde. d'aide et Ouais, tout. Et ouais, donc des réunions, des Mhm. PV. c'est Ouais. ça. Et puis à Augenhöhe, enfin, de manière horizontale, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui est... Enfin, ça, c'est le truc que j'ai dû déconstruire aussi. Bon, quand tu travailles tout seul, c'est pas la même chose, mais Ouais, c'est dans ça. l'enseignement, c'est un peu magistral. Il y a Voilà. une personne qui parle et puis les autres qui écoutent. Alors que là, dans des projets artistiques, enfin, il y a pas... C'est juste des personnes qui ont des charges différentes, quoi. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est énormément de facteurs humains. Alors là, après, c'est marrant parce qu'on vient de décrire les côtés logistiques qui, en fait, qu'on n'avait pas l'habitude de prendre ou qu'on doit prendre malgré nous. Mais quand je sens que je monte un petit peu trop, puis je suis ah mais là ça va pas, non non là l'échafaudage faut qu'il nous le fasse, ou qu'il y a des crises de panique existentielle comme ça, eh ben il y a toute une équipe qui est derrière toi pour te Mm. rassurer en disant hé attends tranquille, on est bien là, tu vois, regarde on est en train de faire ça, Il y a un tranquille, échafaudage. voilà on est bien, il va pas venir tout de suite, mais ça va aller, là il nous fait un super plat à côté, là c'est bien tu vois, on est là pendant 2 mois face à une école, on va peindre. C'est cool, c'est cool. Donc du coup, les gens peuvent aussi te mettre en confiance lorsque tu fais aussi lorsque tu as cette idée un peu folle, où tu vas avoir besoin de ces gens-là, et tu as des personnes qui sont là pour te réconforter, puis à Mhm. prolonger ta vision. Et ça, c'est aussi le grand avantage du groupe que je connaissais pas, parce qu'à l'école, c'était plutôt Ouais. un peu chacun pour soi aussi, comme tu disais, des fois. Donc, tu me permets une belle transition vers une autre question. Bah, du Oui. coup, je voulais aussi vous poser ça comme
comme question. Et puis, du coup, quels sont les avantages, les inconvénients de projets collaboratifs par rapport à des projets individuels? Je pense qu'il y en a plein, mais peut-être certains qui vous sautent plus aux yeux ou bien qui vous sont apparus à travers le temps et vos expériences. Dans ce que moi j'ai appris dans les projets en collaboration, il y a une règle mathématique qui explique bien ça, c'est 1 + 1 est égal à 3. C'est-à-dire que toi, tu as ton propre réseau, tes propres skills, tes propres passions, et si tu les mets si tu les fais converger avec d'autres personnes, eh ben ça augmente de manière exponentielle. On est capable de faire des choses beaucoup plus énormes si on est 3 que si on est tout seul, et etc., etc. Donc ça, c'est un des avantages pour moi qui est magique. Et puis les inconvénients, ça, je sais pas si tu m'appuieras là-dessus, mais c'est lent. C'est vrai, Et comme tu peux pas prendre la décision toi-même sur des choses et que tu dois toujours discuter de tout pour que ça soit vraiment une décision mûrement réfléchie, et ben ça prend du temps. Oui. Et des échanges de mails et des réunions, quoi. Ouais. À chercher les acteurs avec qui tu as envie de collaborer, à essayer de briefer tout le monde, à essayer de se dire, bon, bah, ok, là, on va partir sur une mini-série d'animation, mais on a besoin de documentation historique, donc on va faire appel à des personnes, à des tierces, et on n'est plus du tout en train de griffonner le prochain Star Wars dans son journal intime, quoi. On est vraiment dans un processus où on va devoir mettre des gens dedans. Et on est dans l'attente de réponse aussi. Enfin, quand on cherche oui, tellement. on est tellement dans l'attente de réponse. Donc, on a aussi énormément d'attentes. Des projections, on s'en fait beaucoup. Des fois, elles passent, des fois, ça passe pas. Alors, du coup, on essaie de remanier, on essaye d'être stratège. Ouais, toujours avoir... Je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est surtout de toujours se dire qu'il faut pas lâcher, quoi, j'ai l'impression. Donc du coup, ça donne aussi une détermination. Le groupe, ça donne du boost aussi, je trouve. Une force, ouais. Une force, ouais. Donc ça, c'est ce que tu disais avant, 1 + 1, ça fait 3, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je vois aussi quand tu es dans un groupe et puis qu'il y a quelqu'un qui perd un peu le feu, il y a toujours d'autres personnes qui sont là, tout d'un coup, qui vont prendre leur laine. Non, allez, vas-y, c'est super. On relance ça et ouais. On peut garder le feu. Il y a toujours le feu. Ça, c'est des gars sûrs. Ça. Les gens qui te permettent de garder le feu et de croire en tes projets, c'est vraiment bien. Ouais. C'est un peu aussi un autre questionnement que j'avais pour ce soir. C'est aussi envers chaque personne, pour chaque personne. Et puis au groupe aussi, qu'est-ce que ça amène un processus collaboratif? Parce que c'est très différent, on l'a vu, d'un processus individuel où justement tu t'amènes les choses à toi-même, mais justement ça peut amener aussi des choses et faire grandir chaque personne, chaque individu. Est-ce qu'on peut aussi un peu aborder ces détails-là? Moi j'aime bien parler de vision, en fait. Peut-être c'est un peu flou, mais c'est déjà une... Moi, j'ai une certaine vision dans, par exemple, les tâches à faire ou bien dans l'image de ce que va être quelque chose d'artistique ou de... Voilà. Et en fait, si je suis confrontée avec les personnes avec qui je collabore, en fait, cette vision, elle sera changée juste d'un tout petit peu. Et puis, des fois, ça m'éclaire tout. Et puis, ça peut faire avancer aussi quand il y a des problématiques, de pouvoir échanger là-dessus. Tout d'un coup, ça se débloque comme ça. Et puis, ouais, ça, c'est une des choses qui m'amène. Ouvrir ma vision. Voilà. Aller plus loin, trouver des nouvelles perspectives aussi, un petit peu comme ça. Ouais, c'est un bel aspect, effectivement, bien trouvé. Ça, c'est vrai. Le côté... Toi, tu te dis, non, on va le faire comme ça, parce que tu as ta vision d'artiste, et puis il y a une personne qui passe et qui vient d'un autre milieu, mais qui est aussi dans le projet. Parce que c'est aussi des acteurs qui sont pas forcément dans le domaine de l'art. Hein. Donc, puis il dit, ah, mais là, vous pourriez faire juste un petit peu comme ça. Et ça, t'es là, mais oui, en fait, t'as raison. Et ça, même dans l'enseignement, il y a des choses comme ça. Enfin, moi qui donne des cours de dessin à côté, le fait qu'un élève, il me dise, oui, mais en fait, on pourrait juste faire ça et puis ça. Et puis je lui dis, let's go, en fait, ouais, t'as trop raison, c'est vrai, je vais pas t'imposer ma manière, parce que t'as trouvé un moyen avec les outils que tu avais pour pouvoir créer ça. Et donc, il faut avoir l'intelligence de se dire, et de pas être là,
Non, non, Faire ça des c'est trop pour moi. c'est ça. Non, tu ne fais pas. Donc ça c'est vraiment très très chouette en termes de vision. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est aussi quelque chose à déconstruire, effectivement, Mhm, cette chose de dire, bah voilà, je fais ma façon et puis j'aime ma façon, quoi. D'essayer justement d'être curieux, de voir comment d'autres personnes peuvent aborder des problématiques ou autres, quoi. Ouais, Mhm. ouais. Ouais. Et puis bah, c'est peut-être tout con aussi, mais je pense aussi cet aspect un petit peu de euh, juste devoir expliquer ou partager ses idées avec quelqu'un, ça les rend déjà tellement plus vivantes Mhm, que À quand elles sont fond. juste dans la tête. Mhm. Et je pense que ben, pour tout projet, ça apporte aussi une plus-value qui est incroyable. Et puis ça met vraiment en branle des projets, enfin, des idées qu'on peut ruminer des fois pendant super longtemps mhm. quand on peut faire des choses en solo. Et puis ben, dès qu'on peut en parler, sortir ça et puis avoir un peu des échanges ou bien justement partager même le travail, les idées et la conception d'un projet avec quelqu'un, je pense Mhm. que ça peut apporter aussi beaucoup, quoi. Mhm. C'est assez joli, quoi. Mais j'imagine que tu dois avoir eu ça aussi avec l'état des choses, avec le magazine. Mhm. Bah, c'est aussi toute l'idée justement derrière un petit peu de base, c'est de travailler avec les autres personnes Mhm, pour arriver à là. Puis ça se joue un peu sur deux tableaux, donc c'est assez intéressant dans le sens où typiquement bah, ce qu'on fait dans le magazine, c'est en soi un processus collaboratif, et mhm, puis ensuite c'est une association qui gère aussi toutes les activités. Donc il y a ce niveau un petit peu de participation au magazine, et il y a ce deuxième niveau de participation à la gestion et aux activités, mhm, qui sont deux choses assez différentes. Et il y a plein de personnes, typiquement, ben, qui s'impliquent dans la création du magazine, qui contribuent. Et pas tout le monde, justement, est intéressé par ce côté mhm. plus de gestion, qui est Plus aussi de un peu gestion. complexe en association, quoi. Mais ben, je pense que l'association, c'est aussi un peu le modèle qui se rapproche le plus toujours d'un niveau collaboratif. Et puis Mhm, ben, dans la culture aussi, dans ces milieux-là, c'est aussi un peu la structure un peu basique et c'est assez intéressant. Comme quoi aussi, ben, c'est de base un petit peu institutionnalisé comme quelque chose qu'on doit faire ensemble, quoi. c'est ça. Et je me Oui. pose la question aussi justement par rapport à ça, si est-ce que c'est parce qu'on fait de la culture qu'on fait des choses un peu ensemble de manière associative, ou est-ce que on a un peu imposé le côté un peu institutionnel associatif à plusieurs et que ça a donné justement bah, envie à plus de gens de fonctionner aussi Mhm. ensemble, quoi. Bah, La poule avant ou l'œuf, je ne sais pas. C'est oui, un peu il ça. y a un aspect aussi pratique. Mhm. Euh, si tu as une structure associative, c'est avec ça, enfin, c'est avec tout ce qui va avec, donc la comptabilité, tout et tout, c'est avec ça que tu peux après faire des demandes à la loterie Bien romande, sûr, Mhm. de Les subventions, subventions. ouais. des subs. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été imposé, dans le sens où on a d'abord créé les subventions et on a dit c'est uniquement les associations qui peuvent les toucher, ou est-ce que ça a été fait comme ça parce que le modèle de base était associatif? Je pense pas qu'on va pouvoir trouver une Ça, réponse à c'est pour le ces questions. prochain Ça, c'est talk. pour le Voilà, prochain. on Mais en en tout cas, je suis discutera, convaincu quoi. qu'il y a des gens qui ont envie de se réunir et de faire des trucs. Oui. Et après, nous, c'était un peu notre envie aussi qu'on avait avec deux, trois courts-métrages. On s'est dit, bon, bah maintenant, on a envie de lancer une presse participative. Et c'est vrai que là, on est passé par l'association La RAID, parce Mhm. qu'on n'est pas une association, nous, à proprement parler. On utilise la SARL pour d'autres choses, comme par exemple pour des subventions pour des jeux vidéo. Là où Mhm. on sent qu'on peut faire fonctionner, par exemple, plusieurs corps de métier ou des choses comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, moi, de tous les groupes un peu culturels ou artistes que je connais, ils passent en tout cas par ce prisme de l'association, des groupes de musique. C'est Donc c'est capital pour pouvoir aller toquer aux portes et pouvoir faire à bien le projet. Donc, c'est peut-être aussi lié au fait sans simplement second temps. que, bah, en général, les projets culturels et puis bah, même aussi sociaux et artistiques, c'est des projets qui sont bénévoles, malheureusement. Mhm. On est d'accord avec ça, je pense. Ouais. Mais dans le sens où le fait qu'on s'investisse un peu bénévolement dans ces idées-là, c'est nécessaire aussi de se mettre à plusieurs pour pouvoir mieux tenir des projets. Mhm. Parce qu'il y a quand même toute une organisation très pro malgré tout derrière chaque association. Il faut quand même tenir une comptabilité, des PV, une gestion, enfin toute une administration. Et puis ben, le fait d'être à plusieurs, ça réduit aussi la charge un peu pour chaque personne. Mhm. Ouais. Donc peut-être que c'est aussi lié à ça. Et puis, est-ce que ça amènerait aussi une légitimité, tu
Tu vois, si tu es tout seul, Non, c'est ça. si je suis toute seule dans l'atelier et puis que je veux faire un projet, je serais moins légitime ou j'aurais moins de poids que si j'étais une association, si je fais partie d'une association et puis que c'est toute l'association qui s'engage. Ouais, c'est sûr. Une autre question, pendant qu'on est un peu en train de réfléchir à comment est-ce que ça fonctionne, moi je voulais vous demander, pour vous, quels sont les outils, les éléments clés vraiment aussi pour une bonne collaboration, une bonne entente et un projet collaboratif réussi. Je pense pas qu'il y a un seul modèle, mais... Le premier outil qui me vient en tête, c'est l'écoute. Et ça peut fonctionner sur plein de points. Ça peut être... moi, je suis toujours très, très sensible quand quelqu'un me dit « Non, mais écoute, parce que moi, ça m'a touché » ou des choses comme ça. Donc, moi, je dirais que c'est l'écoute. Ça permet d'entendre les problèmes de chacun. Et s'il y a aucun... Mais vraiment mettre de côté l'ego, je pense un maximum. Mettre de côté l'ego, ça réduit énormément les appréhensions. Parce que nous, on a été typiquement amenés à travailler avec des gens en costard-cravate, patrons de CFF ou des gens étatiques. Donc on avait un peu peur de ce point de vue marginal de l'artiste. Et en fait, non, ça s'est super bien passé parce que en fait, nous, on avait des besoins et ils nous ont fait confiance, etc. Donc du coup, je pense que l'écoute, c'est primordial. Là, on vient d'arriver... il y a 2 mois à la RAID, donc dans cette association interculturelle qui accueille des gens issus de l'immigration. Et en fait, on ne savait pas au début comment interagir avec certaines personnes. Et on a dû apprendre à faire connaissance, et eux nous ont donné toute leur philosophie pour qu'on puisse, au final, faire qu'il y ait des gens qui viennent quand même à ce rendez-vous, quoi. Parce que là, on a tout qui était joli, quoi. On a le mur qui est peint, on a tout ça. On a les subventions, on a des gens qui sont derrière nous, mais s'il n'y a personne qui vient et puis qu'il n'y a pas le... Et puis parce que nous, on n'a pas su bien sonder au début ce truc-là, avec les meilleurs outils du monde, ça ne marchera pas. Donc du coup, je dirais l'écoute pour ce numéro 1. Mais il y en a un autre qui va me venir après, mais je ne sais pas si toi, tu as une autre idée, peut-être. Alors déjà, ouais, l'écoute, trop bien, tu as tout à fait raison. Et encore dans cette thématique-là d'être ensemble, je pense qu'une chose qui est ultra importante, c'est d'avoir des moments où on se met ensemble pour assez régulièrement pour discuter des choses et puis pour mettre à plat, voilà, même juste pour faire un point sur la situation. Et ça, c'est un moment capital. Alors déjà, écouter tout le monde. Et si on n'est pas avec des personnes qu'on connaît, c'est horrible, mais des fois, il faut mettre un petit peu des règles. Ouais. Tout le monde écoute tout le monde. On ne coupe pas la parole à l'autre. On laisse des temps de parole équitables par rapport aux autres. Et puis, ça, c'est si on ne connaît pas les personnes, mais aussi, si on ne connaît pas les personnes, il y a aussi un moyen, une technique que c'est rien de scientifique, hein, mais si on ne connaît pas les personnes et puis qu'on veut avoir vraiment créer la collaboration entre nous, j'ai un petit peu honte de le dire, mais il faut que ça soit dans un endroit qui ne soit pas un peu white cube, avec une table carrée, et puis des chaises en plastique. Non, il faut que ça soit dans un endroit un peu cool. Peut-être on se met dans le salon de quelqu'un, et puis il y a peut-être une bouteille de vin, des petites cacahuètes, et des noix. Vraiment instaurer un climat de confiance, en fait. Qui disent pas, si tu as une table rectangulaire et que tu te mets au bout, ça veut dire quelque chose, quoi. Oui, alors que si tu te mets en tailleur dans ton salon, eh ben, ça veut dire autre chose. Donc ouais, vraiment installer écouter, installer des lieux qui soient safe et où tu te sentes toi-même en confort et puis pour mettre les autres en confort. Des climats de confiance comme ça. Ouais. Et puis aussi un autre truc, mais ça c'est vraiment purement administratif, c'est je vais faire de la pub pour Google, mais s'il y a d'autres outils, moi je veux bien prendre, mais d'avoir des agendas partagés, ou bien avoir des Google Docs, des Google Sheets, vraiment où tout le monde puisse avoir accès. Donc puis aussi les groupes WhatsApp, c'est super, hein, les groupes WhatsApp, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui a WhatsApp. Du coup, directement, c'est pas un outil. Il faut trouver
avec les personnes qu'il y a, en fonction de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, des outils pour la communication qui sont importantes et accessibles, quoi. Ouais, ça c'est bien ça. Agenda, groupe de discussion, faire des points, des réunions Ouais. et écouter les autres. Ça me semble bien. Tu parlais du temps aussi avant, Fanny, que c'est des processus qui prennent du temps, mais je pense que le temps, c'est aussi une ressource clé. Bah, tu en parlais aussi au tout début quand tu as évoqué ça, mais simplement vraiment de prendre le temps d'apprendre à se connaître, le temps de discuter, le temps d'écouter aussi, hein, parce que c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Donc effectivement, ouais, c'est aussi une ressource primordiale, j'imagine. Oui, qu'il faut vraiment bien gérer. D'où vraiment la première chose quand je fais un projet, c'est je fais l'agenda et je fais toutes les étapes importantes comme ça. Tout le monde est au clair, tout le monde peut les regarder. Quand est-ce qu'il faut un peu plus se presser ou quand est-ce qu'on peut un peu plus prendre le temps, quoi. Ouais. Oui, timing. Et puis déléguer si c'est possible aussi. Bravo. Ça, c'est... Ouais, partager les responsabilités. Partager les responsabilités, c'est primordial parce que sinon, vous allez vous retrouver dans un projet collectif où vous êtes le seul à tout porter. Et ça, je le souhaite à personne parce que c'est vraiment pas très très cool, quoi. Donc, justement, si on fait des choses ensemble, c'est pour pouvoir se répartir un peu des tâches, quoi, aussi. Donc, ça, c'est aussi important. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez difficile. C'est un petit peu à travers état des choses, dans le sens où c'était un peu mon idée de base, puis j'ai un peu inclus les personnes. Et je pense que ça s'est fait aussi de manière collaborative, dans le sens où c'était l'idée, mais aussi parce que moi, je suis pas forcément artiste. Et du coup, j'ai voulu inclure des gens parce qu'il n'y a pas de contenu, sinon c'est pas super cool. À part écrire quelques trucs un peu cons, j'aurais pas pu faire grand chose. Et puis, c'était important d'inclure ces gens, mais du coup, j'ai au début beaucoup pris ce rôle parce que ça s'est fait aussi très vite où il fallait enchaîner, il fallait faire des fichiers pour envoyer à l'impression et tout. Et puis, j'ai aussi peut-être tendance à être beaucoup dans le leadership. Et je suis un peu control freak aussi, je pense. Et j'essaie d'apprendre à travers le temps d'un peu justement lâcher le contrôle, de mieux déléguer et tout ça. Mais peut-être que vous avez des tips pour moi. Ou bien, je sais pas, des expériences par rapport à ça, par rapport à cette perte de contrôle, par rapport à la délégation. Pour moi, en tout cas, c'est un aspect qui, effectivement, est vraiment primordial, autant dans tout ce qui est associatif et tout ça. Et bien sûr qu'il y a des moments où, des fois, il faut un petit peu de contrôle ou bien de leadership, et puis qu'il faut peut-être un peu de sens des responsabilités. Mais comment arriver à, justement... à des projets qui soient vraiment horizontaux, à pouvoir déléguer vraiment les choses et puis à trouver vraiment une dynamique en groupe qui permette une collaboration la plus horizontale possible. Mais tu vois là, Maxime, si tu regardes un petit peu à comment ça s'est construit état des choses, il y a eu ton idée originale, il fallait que tu mettes ton nom, il fallait que tu te mettes toi en avant. Ton impulsion. C'est tout à fait normal, ouais, ça. c'était pas l'idée. Et puis, pas que j'ai faut trop de toute fait, en façon, tout cas. après peut-être tu pourras nous parler aussi de la communication parce que c'est quelque chose qui est méga important. Dans des projets, il faut toujours il y a tout le monde qui a un petit peu des tâches qui sont spécifiques, la com, le visu, le 1000 trucs. Oui, bien sûr. Et je pense que moi j'ai moins eu souci. On en parle très régulièrement avec Esther de ce truc, de cet aspect de l'ego, parce que pour moi, c'est différent si je fais une exposition, si je suis invitée pour faire une expo, que je fais un objet d'art, et c'est mon nom qui est mis. Mais si je fais un projet de médiation artistique et critique, là, ça va être les personnes qui sont dedans. Et même encore maintenant, j'ai de la peine à mettre mon nom dans les objets d'art parce que maintenant, j'ai plus envie de travailler seule. Ça me fait chier, c'est pas intéressant. Mais je comprends... Ça me sort pas l'atelier. Mais je comprends ce que tu dis, Maxime, dans le sens où, au début, c'est normal, c'est toi qui dois mettre l'impulse pour aussi dire le projet, il existe, il y a quelque chose qui se passe aussi, donc rejoignez-moi, on vous attend et tout ça. Et pour utiliser ton réseau aussi. Si c'était peut-être. signé sous X, il n'y aurait pas ton réseau. Ouais,
c'est vrai. Mais je trouve beaucoup plus beau en fait le processus collaboratif. En Mais tout c'est cas, mais pour c'est mais moi, c'est mais c'était c'est ça. toujours l'objectif aussi là derrière. Mais moi, Et je me rends compte que je commence à perdre pied au niveau des responsabilités quand mon cerveau devient une sorte de mur à propagande, tu sais. Donc du coup, c'est penser à ça, penser à lui, lui quoi, lui ça bip là comme ça. Mm. Et en fait, je peux plus mettre les choses en perspective. Et à ce moment-là, je me fais des checklists. Et là, en fait, je rentre dans mon cerveau, je me fais une sorte de palais mental où je rentre dans un village de Far West. Et en fait, il y a la petite épicerie à gauche, il y a le machin, il y a tel problème à tel le endroit. saloon. Et ça, c'est le saloon. C'est le saloon où il y a Joe. Et Joe, il va gérer mon échafaudage. Et donc, du coup, ce sera vers lui que je vais me tourner. Et chaque Mm. personne, en fait, permet de Mm. bien finaliser le projet aussi, quoi. Yes, et puis il peut y avoir aussi plusieurs étapes, je pense, pour état des choses. Là, il y a déjà, il y a déjà une équipe maintenant qui est soudée et qui est en train qui se met à cette tâche. Et puis, ça Oui, va se c'est faire sûr, hein, ça aide. naturellement. Hein, ouais, c'est quelque chose qui vient aussi avec le temps. On en Mhm. parle Mhm. et on en parlera un peu plus dans la suite aussi. Ouais. Mais justement, voilà, c'est quelque chose qui doit s'instaurer un petit peu petit à Mhm. petit, quand les Mhm. personnes voient aussi où est-ce qu'elles peuvent s'impliquer, de quelle manière, et puis voilà. C'est ça. Peut-être que j'ai pas non plus au début pu assez moi-même faire confiance pour déléguer. Il y a aussi cette Mhm. question-là qui est assez difficile. Hein. C'est aussi une des Chaud. ressources clés. C'est On n'en dur. a pas forcément parlé, mais pour moi, quelque chose de vraiment essentiel aussi, c'est la Mhm. confiance envers Mhm. les autres personnes, quoi. Ouais. Mhm. On est un peu obligé, des fois c'est un peu... Et puis peut-être que l'école aussi, pour ça, c'est une mauvaise école, Mhm. parce que justement, on est dans des groupes de travail où on est obligé de faire des choses en groupe, on nous les impose, et puis Mhm. les personnes ont pas forcément envie de s'impliquer. Et du coup, on a des implications qui sont variées, qui sont pas les mêmes. Et puis, on se retrouve des fois à la fin des projets où on doit encore rattraper le travail des autres C'est ou ça. autres. Et du coup, on perd un peu la confiance dans cette dynamique un peu de groupe. Et puis, on est un peu biaisé parce que on s'est fait imposer ce schéma-là, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, c'est assez bizarre. À fond. Mais du coup, vous pouvez peut-être en parler aussi, justement, comment est-ce qu'on implique des personnes dans des projets, typiquement des projets en école ou bien avec peut-être des personnes qui ne sont pas forcément toujours motivées de la même Mhm. manière, qui ont pas... Il y a aussi une question d'expérience, mais il y a aussi une question de motivation pour l'implication. Mhm. Et Mhm. comment est-ce qu'on gère à ce moment-là? Mhm. De mon côté, ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer avec les cours de dessin. Donc on donne des cours de dessin dans notre structure qui s'appelle À vos crayons. À vos crayons. Et en fait, moi j'ai aussi reçu pas mal de cours de dessin donc, dans des galeries de peinture. Et à chaque fois, c'était, du coup, voilà, il y a une nature morte, où il y a un buste, un vieux buste qu'elle a. Et du coup, il faut le peindre, il faut le dessiner. Et il n'y a aucun affect, si Ouais. ce n'est l'aspect technique et motivant du dessin, et dans lequel on va apprendre plein de trucs. Et nous, on a décidé de proposer autre chose. On s'est dit, mais en fait, le dessin, les techniques de dessin, on peut les apprendre partout, sur la base de n'importe quel objet. De plus en plus aujourd'hui, quand on voit l'effervescence des styles visuels qui existent, en fait, on peut tout déconstruire en termes d'image et puis revenir à la base. Alors du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sonde les élèves au début, on leur dit, mais en fait, toi, tu aimes bien quoi comme série, tu aimes bien quoi comme imagerie, comme style, et ensuite, on va progressivement, je vais te donner des tips, les outils nécessaires pour le dessiner, quoi. Donc du coup, sonder l'envie de la personne aussi et peut-être voir si lui il a un intérêt. Je pense que c'est pas une technique de vendeur, mais je pense que ça peut être pas mal quoi en tout cas. Mhm. Si on veut peut-être amener, je sais pas moi, un performeur, voilà, toi tu aimes bien la nature, il se trouve que j'organise un événement qui est dans un endroit comme ça, si toi tu as envie, en tout cas, essayer d'apprendre à connaître l'autre pour sonder ses envies et puis qui se sente motivé à collaborer avec vous de manière éperdue, parce que c'est tout ça aussi, l'engagement un peu bénévole que tu fais au début, Mhm. à perte souvent, mais du coup, ça vaut la peine en tout cas, je pense. Essayer d'inclure, de sonder l'autre, et ouais, moi, ce serait un petit peu ça que je dirais. Mhm. Je sais pas si dans ton expérience, tu aurais Oui, des... je vois bien ça. Alors,
dans, j'ai travaillé 10 ans dans les établissements scolaires de l'État de Vaud et de l'État de Fribourg. Ouais. Et puis, du coup, en réel, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne peut pas forcément prendre le temps d'aller chercher tout le monde, d'aller chercher Non. où est-ce qu'il pourrait y avoir la petite magie pour qu'il y ait les yeux qui brillent dans les élèves. Mais donc, ouais, je pense que ça, c'est... Ouais, on ne va pas parler trop du système scolaire Pédagogique, obligatoire, quoi. mais... Non. Mais ça, c'est absolument magique quand on a un plus petit groupe qu'une classe, de pouvoir de réfléchir, de prendre le temps, en fait. Ça prend une On y de revient. temps avant comme tu dis, de sonder et puis Ouais. d'aller chercher. C'est ça. Et alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a aussi une autre chose. Quand j'ai des publics qui sont vraiment pas connaisseurs de ce que j'amène, et ben j'ai l'impression que c'est moi qui dois faire un petit peu quelque chose de performatif et qui doit un petit peu capter tout ça. Et puis c'est moi en fait qui a la magie du truc. Oui. Et du coup c'est pas l'objet, mais c'est moi qui vais. Ah, c'est Transmettre flou aussi, ce que je dis, mon Dieu. Mais- Non, mais Tu vas transcender un musée, quoi. Oui, oui, mais je vois ce que Pour tu veux dire. avoir pu travailler aussi un peu avec toi, c'est vrai que c'est un aspect aussi que j'ai pu un peu apercevoir. Mhm. C'est pas visible directement, concrètement, et puis tangible comme ça, mais il y a aussi quelque chose où, ben, comme tout bon pédagogue, on doit trouver les façons pour chaque personne d'amener un peu les sujets, de motiver les personnes tout simplement. Ouais. Et puis ben, ça passe par différents aspects. Mhm. Mais je crois qu'on a bien évoqué ce qu'il faut, ben, un peu de temps, de l'écoute, Mhm. et puis ben, de la compréhension aussi envers les personnes qui nous entourent pour créer un climat de confiance un petit peu entre les personnes, quoi. C'est ça. Après, la motivation de chaque personne, ça c'est... C'est toujours, Ouais. c'est toujours sûr que- variable, mais si Mhm. tu gardes ces éléments-là, et puis que justement tu sondes au fur et à mesure, comme tu disais avant, en faisant des points, en disant est-ce que tout le monde est toujours motivé, bah là du coup ça permet de bien sonder ton groupe aussi, quoi. C'est sûr. Et de les inclure aussi dans ce processus-là. Ouais, et de Est-ce leur qu'on dire peut c'est votre changer bébé, quelque quoi. chose Est-ce aussi, qu'on ouais. fait ci On le fait plutôt comme ça. Puis d'être ouvert aux Mhm. inputs qu'il peut y avoir. Ouais, il faut. C'est sûr. sûr. Ouais, parce que si c'est un projet collaboratif, c'est le bébé de tout le monde aussi. Mhm. Donc c'est différent, c'est pas toi qui as ton bébé et puis tu attends que les autres le portent en même temps que toi. Donc c'est et pour toi. Donc du coup, c'est vraiment ça. Peut-être aussi responsabiliser les gens et dire là tout ça tu le fais aussi pour ce projet. C'est aussi ton projet, il t'appartient. Donc C'est sûr. Mhm. Pour revenir un petit peu sur l'aspect aussi bénévolat à travers le côté associatif et puis collaboratif, on a reçu un commentaire de Horitz sur Twitch qui nous disait aussi que le bénévolat c'est un peu un paradoxe dans le sens où c'est ce qui permet vraiment de faciliter l'association et les milieux associatifs, mais en même temps c'est un petit peu une forme d'exploitation des ressources de chaque personne, quoi. Ouais. Après, c'est une question de motivation et de bon vouloir aussi, hein, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal au final, et puis c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les milieux associatifs, justement. Ouais. Voilà, on donne en final, on donne plutôt de son temps que de son argent, et puis on Oui, donne c'est ça. de son énergie aussi un peu pour ça, quoi. Mhm. Donc c'est effectivement une ressource à partager, à donner, et puis je pense que c'est aussi un aspect important, c'est quand on se lance dans un projet collaboratif, on doit être prêt à partager, et enfin à donner, et aussi à recevoir. oui, Et c'est ce côté-là d'écoute et c'est tout ça, quoi, c'est ça. qui est très important. Ouais. Et peut-être que c'est ça, cette idée de contrôle ou bien de surgestion un petit peu, c'est qu'on est beaucoup trop dans le donner et peut-être pas assez dans le recevoir, et puis que c'est un peu ça aussi qu'il faut égaliser. J'en avais parlé de cette idée avec Pablo, que je remercie pour son discours à ce propos-là ce week-end à 5h du mat à Frisson. Mais tout à fait juste, j'imagine, et bien dans l'idée de ce sujet-là, quoi. Mhm. Voilà, on a fait un petit peu le tour des questions. Je sais pas si vous avez autre chose encore, un autre aspect que vous vouliez un peu aborder par rapport à ça. Non, toujours. 1000 Oui. 1000, ouais, Il y en aurait 1000, mais en 1000. tout cas, toujours garder la foi. Et puis si cette idée que vous avez
elle peut vous plaire et puis qu'elle continue de germer dans votre tête et puis que vous la grandissez assez, essayez de la partager avec des gens autour de vous et puis essayez de vous trouver des personnes de confiance. Vous trouverez sûrement des passionnés et ça fera des petits peut-être. Oui. Mhm. Des personnes avec qui on... Enfin, c'est cool de faire des œuvres avec des personnes qu'on aime, qu'on Mhm. côtoie beaucoup, mais on peut aussi aller chercher, sortir un petit peu de sa zone de confort et puis aller chercher vers les personnes où on sait qu'on partage au moins les mêmes valeurs. Ouais, ça, je pense, c'est le minimum. Ouais, quand quoi. même. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Mais ouais, sortir un petit peu de sa zone de confort, ça, c'est aussi Mhm. assez riche. Ça, Une c'est très curiosité ouais, qui permet aussi d'apprendre beaucoup, Mhm. je pense. Hein. C'est un peu ça, je À crois. fond. En tout cas, toujours la passion pour la création, pour la collaboration. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'on partage, qui est dans Mhm. nos valeurs. Et puis, ça fait plaisir d'avoir pu partager ça avec vous ce soir. Merci infiniment pour les réponses à mes questions. Ça fait plaisir de pouvoir avoir aussi avoir vos aspects, vos points de vue par rapport à ces thématiques. Et puis j'espère que ça vous a plu aussi sur Twitch. Merci beaucoup à Ablette de nous avoir accueillis. Merci aussi à Frisson de permettre à... Ah, il y a encore une question. Ah. Alors, question aussi de Horitz, toujours. Comment vous gérez cet équilibre entre implication all-in dans vos activités associatives et rétribution décente? Ok, ça c'est la grosse thématique. Ouais, Tu as ça, c'est, commencé à parler de bénévolat, je pensais Ouais. bien que oui. On allait un peu Euh, s'enfoncer dedans. Là, il y Mais a... c'est pas une mauvaise chose. Hein. je propose vite un truc. Vas-y, hein. vas-y. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas dépasser 10 à 15% de bénévolat dans la semaine parce que on perd aussi... Enfin, pour se professionnaliser dans quelque chose, il faut quand même avoir du temps pour être professionnel. Mhm. Ouais. Et puis, c'est vraiment, il faut, par rapport aux besoins qu'on a, besoins financiers, et il faut calculer avec ça. Mais c'est Ouais. ultra chaud. La question, je sais pas, c'est qui a posé la Horitz. question Horitz, elle est super ta question. Mais c'est Ouais, une y a pas super de- grosse thématique là. Mhm. Comment faire la balance entre le travail rémunéré et le travail... Ouais. C'est notamment une question que je voulais aborder dans les prochains EDC Talk, donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus Ah, à je suis l'avenir. impatient Dans de tous voir. les cas, Très bien. c'est toujours dans l'idée de parler de créativité, d'art, de lien entre ça, et puis de rémunération aussi Oui, dans les totalement. métiers qu'on partage aussi un petit peu. Ce qui n'est pas toujours une chose facile, Non. voilà, malheureusement. Mais oui, c'est une question là aussi d'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit Mhm. aussi, je crois. Ouais. Si on peut revenir avec cette même réponse. Mhm. Enfin, si on réutilise comme ça, on réemploie un petit peu. Ouais. Mhm. Super. C'est quelque chose d'autre à répondre par rapport à ça? Je sais pas, hein, mais je crois que Non. il n'y a pas de... y a pas Ça de- va me revenir dans 15 minutes quand ce sera fini, donc ce sera trop Ouais. tard. Donc, Si jamais, voilà, on peut toujours en discuter aussi dans les commentaires Ouais. plus tard, sous les posts et tout ça, s'il y a des questions encore qui viennent. Et puis, merci beaucoup à vous d'avoir suivi sur Twitch. On va se quitter là ce soir. Merci infiniment à Arnaud, merci Fanny, merci à toi, Maxime. merci Tim, merci Salut. Laure pour l'aide ce soir. Et puis, merci à Ablette et Frisson. Petit rappel aussi, toujours, État des choses disponible en librairie, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Il est là, il est beau, il est magnifique. Je vous le présente plus maintenant. On peut arrêter gentiment, mais voilà. Superbe. On va se quitter là. Merci infiniment. Et puis une belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.